Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de début de semaine qui nous fera non seulement voyager, mais au cours de laquelle également nous reviendrons sur les nombreux résultats sportifs du week-end. Nous nous rendrons tout d'abord en Égypte pour retrouver les envoyés spéciaux de Monaco Info sur la COP27 qui a débuté aujourd'hui. Nous verrons que le grand enjeu de ce rendez-vous sera de trouver les moyens de donner un nouveau souffle à la lutte pour le climat. C'est un combat de santé publique après l'opération annuelle Octobre Rose destinée à mettre la lumière sur la lutte contre le cancer du sein. Place à Movember. Au-delà de l'aspect symbolique avec les moustaches qui fleurissent, il s'agit là de mettre l'accent sur les maladies masculines. Le chef du service urologie du CHPG, le docteur Hervé Quintan, sera notre invité. Le chapitre sportif est le Bayer Leverkusen qui sera l'adversaire de l'AS Monaco FC en barrage de la Ligue Europa. Le tirage au sort avait lieu aujourd'hui au lendemain d'une belle victoire 2-0 à Toulouse. Paul Mitchell, le directeur sportif du club, nous révélera ce qu'il pense de cette confrontation à venir. Nous évoquerons également la défaite, la première en championnat de la Roca Team, battue 84-95 à la salle Gaston Médecin face à Dijon. Et sur les plages, ce sont près de 480 coureurs qui ont disputé hier le 45e Cross du Larvoto avec un joli trio monégasque sur le podium de la distance reine, le 6000 mètres. Mais pour débuter ce journal, un petit clin d'œil aux Carabiniers du Prince. La belle saison joue certes les prolongations, mais les températures commencent à devenir fraîches. La compagnie a donc revêtu aujourd'hui ses tenues d'hiver. Ce changement de tenue intervient généralement à la mi-octobre. Les carabiniers quittent leur tenue blanche pour revêtir une veste noire et un pantalon bleu orné d'un galon rouge, ainsi qu'un casque bleu. Ce n'est qu'au mois de mai, à la faveur du retour de températures plus clémentes, que le blanc redeviendra de rigueur. Et sans plus attendre, nous partons rejoindre Émilie Rousseau et Olivier Bonello à Sharm el-Sheikh en Égypte, où s'est ouverte la 27e conférence de l'ONU sur le climat, la COP27. Des représentants de près de 200 pays y prennent part, alors que l'impact du réchauffement climatique sur notre planète est toujours plus lourd. Émilie Rousseau, sous quel signe est placée cette COP27 ? Eh bien, cette COP27 est placée sous l'ère de la mise en œuvre. La mise en œuvre des promesses et des engagements que tous les pays participants ont pris lors de l'accord de Paris en 2015 et pour l'instant très peu les ont respectés. Il faut donc relancer le combat contre le réchauffement climatique, d'autant plus que les dernières données publiées par le GIEC ou l'Organisation météorologique mondiale sont alarmantes. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, parle même, lui, de chaos dans un message adressé à la veille de l'ouverture de la COP27. The latest state of the Global Climate Report is a chronicle of climate chaos. As the World Meteorological Organization saw so clearly, change is happening with catastrophic speed, devastating lives and livelihoods on every continent. The last 8 years have been the warmest on record, making every heat wave more intense and life-threatening, especially for vulnerable populations. Le financement climatique pour aider les populations vulnérables fait notamment partie des thématiques majeures qui seront abordées lors de cette COP27, tout comme la déforestation et le rôle des océans qui sont au cœur de ce défi, sans oublier bien évidemment l'objectif premier, celui de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et ce malgré la conjoncture économique et géopolitique actuelle. We have demonstrated the very best in human wisdom by asking the right questions. Now we know what must be done by everybody, everywhere, every single day, doing everything we possibly can. Colleagues, it's time to get to work. Shukran. Thank you. Le ton est donné pour ces 15 prochains jours. On se rappelle notamment des larmes du président de la COP26 à Glasgow l'an dernier qui avait affiché sa déception à l'issue des négociations. L'ambition affichée ici est tout autre. Et sachez que Monaco fera entendre sa voix lors de cette COP27. Le ministre d'État a participé à l'ouverture du segment des chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui. Il prendra la parole demain à la tribune. Vous l'avez dit donc, le ton est donné et nous y reviendrons largement demain également dans le journal de 19 h.
Ce sera donc le Bayer Leverkusen. L'AS Monaco FC va avoir fort à faire pour son match de barrage de Ligue Europa en février prochain. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à la mi-journée, mais cela aurait pu être pire, Frédéric Elion. En effet, Patricia, Monaco évite les deux gros noms, le Barça et la Juventus, et affrontera le Bayer Leverkusen lors de ces barrages de Ligue Europa. Les Allemands ont terminé 3e de leur poule de Ligue des Champions cette saison, derrière Porto et le FC Bruges, avec 5 points pris en 6 rencontres. Ce sera la 4e fois de l'histoire que ces deux équipes s'affronteront lors d'une double confrontation européenne. Et le bilan est positif pour l'ASM Patricia, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Les deux formations se sont retrouvées dans la même poule de Ligue des Champions lors des saisons 97-98, 2014-2015 et 2016-2017. Et à chaque fois, Monaco est sorti premier du groupe devant Leverkusen. Cette fois-ci, il n'en restera qu'un. Et malgré le début de saison décevant de Leverkusen en Bundesliga, la prudence est de mise côté monégasque. I think it's an exciting draw. I think their league position is a little bit false, if I'm honest. I spent time in Germany. There was always a great rival of ours at Leipzig. They was always fighting for the podium, for the top 4. And I actually, fortunately, maybe something in my intuition, I was there last week to watch their game versus Club Brugge. So I've seen firsthand the individual qualities they have. They've just changed coach to Alonso, so different coach implementing a different style. And they've just had a massive win at the weekend against Union Berlin, who are having a fantastic season. So I think it's going to be an exciting game. Et pour les autres clubs français concernés par ce tirage, Nantes a hérité d'un gros morceau. La Juventus, Rennes sera opposé au Shakhtar Donetsk et en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en 8e de finale. Donc Monaco s'en tire plutôt bien, Patricia. Et ce barrage de Ligue Europa entre match aller et match retour se déroulera la semaine du 16 au 23 février. Après leur victoire en Euroleague face à Belgrade vendredi, les basketteurs monégasques ont quant à eux retrouvé 48 heures après le parquet de la salle Gaston Médecin pour affronter, en Betclic Elite cette fois, l'équipe de Dijon. Monaco, jusqu'à présent invaincu en championnat de France, a fait son premier faux pas de la saison en s'inclinant à domicile 84-95. Le résumé de Fabien Bonilla, Jean-Alexandre Dorde et Clélia Renaud. D'un côté, l'ogre monégasque qui croque tous ses adversaires depuis le début de saison et de l'autre Dijon qui reste sur 3 victoires consécutives. Ce sont les deux meilleures attaques de la Betclic Elite. Monaco était invaincu jusqu'à présent en championnat de France. Il fallait bien une défaite, c'est celle-là. La Roca Team est plus maladroite sous la raquette avec 45% de réussite au tir contre 61% pour Dijon. Monaco est également moins présent au rebond. Et pourtant, les Dijonnais sont assez indisciplinés et commettent beaucoup de fautes. Ils offrent des lancers francs à Monaco, 34 au total. Cela ne suffit pas. La Roca Team court après le score tout au long de la rencontre. Résultat final, 84-95. Je dirais que c'est un match qui doit nous apporter par la suite. Dans le sens où déjà on a été dominé dans la lutte au rebond. On leur a donné beaucoup de deuxième chance. On a perdu pas mal de ballons, ce qui leur a donné du rythme et qui leur a mis en confiance. Et nous, offensivement, on a eu du mal à dérouler nos systèmes. Donc forcément, c'est un match qui était très compliqué pour nous. Mais voilà, on va analyser ça et espérer grandir, quoi. C'est vrai que c'est jamais évident de jouer 2 matchs en 48 heures, mais pour moi, c'est pas une excuse parce qu'on est une équipe où on a les qualités pour gagner tous les matchs. Et malgré ça, on n'était pas loin aussi de gagner le match. Le gros souci pour moi, c'est plus défensivement où on encaisse 95 points. Il faut qu'on revienne dans nos standards. Monaco reste leader du championnat. À noter quand même que Mike James et Yacouba Ouattara ont inscrit 20 points chacun. Ils ont fait le show, notamment dans le deuxième quart-temps, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Autre information, le coach a laissé Jordan Lloyd au repos, ainsi que Adrian Moerman, qui lui était présent mais n'a pas joué. Prochaine rencontre pour la Roca Team ce vendredi soir à Valence pour la 7e journée d'Euroleague. Les filles du MBA ont quant à elles confirmé après leur premier succès de la saison le week-end dernier. Elles sont allées s'imposer à Calais 73-64 hier soir, décrochant ainsi leur première victoire de la saison à l'extérieur.
Sur les plages de Monaco, coureurs et baigneurs se sont croisés ce week-end à l'occasion du Cross du Larvoto organisé par l'AS Monaco Athlétisme. Le récit de Fabien Bonilla sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Un large soleil a accompagné toute la matinée les quelques 500 participants de ce Cross du Larvoto, 45e édition. C'est la première année que ces sportifs profitent du circuit de la nouvelle esplanade entre la partie haute du Larvoto avec un passage également sur la plage et le sable. Ça fait 45 ans qu'on organise le Cross du Larvoto, donc c'est un cross qui est mythique pour nous. Il a eu beaucoup d'évolutions en fonction du parcours et cette année on est ravis parce qu'on est sur un site extraordinaire mis à disposition par le gouvernement. On a un temps qui est magnifique et on bat le record de participation. Sur les quelques 500 participants, près de 200 sont en catégorie senior et environ 300 enfants répartis en 5 catégories d'âge, des cadets jusqu'aux plus petits de l'école d'athlétisme qui ont environ 7 ans. Quel que soit l'âge, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes et contrairement au visage crispé dû à l'effort à l'arrivée, ils ont pris du bon temps. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été fatigant? Oui, un peu. Raconte-moi un peu ta course. Je suis partie peut-être un peu vite. Et après, ça va, j'essaie de rattraper ce que j'ai trop dépensé d'énergie. C'est l'endroit parfait, et puis les passages dans le sable, c'est bien fait. Et c'est très dur aussi. Et ça fait presque 30 ans que je la fais. Et elle est toujours aussi belle, avec une très bonne organisation toujours de l'AS Monaco. Donc on est un peu du coin. Et on se doit d'être là au début novembre. Les participants viennent essentiellement des clubs d'athlétisme de la Côte d'Azur et de la Riviera italienne. Après avoir franchi la ligne d'arrivée et pris un rafraîchissement, la plupart ont profité pour le reste de la journée du Larvoto ensoleillé ou de la fête foraine. Et puis nous l'avions suivi dans sa préparation la semaine dernière avant son départ pour la Grèce. Manon Poyard a relevé le challenge qu'elle s'était fixé. Elle participait au championnat du monde de Spartan. Elle a terminé à la 2e place dans les catégories sprint et super. Et à la 3e place dans la catégorie beast. Elle décroche au final le bronze dans son groupe d'âge des 25-29 ans. Voilà pour clôturer ce chapitre sportif. À présent, un mois d'octobre placé sous le signe du rose pour lutter contre le cancer du sein, le mois de novembre est dédié, lui, aux maladies masculines pour favoriser la prévention notamment et le dépistage. Movember est le nom de ralliement. Notre invité est le chef du service d'urologie du CHPG et il est interviewé par Fabien Bonilla. Docteur Quintence, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comme chaque année, les hommes vont se laisser pousser la moustache au mois de novembre pour Movember, que l'on appelle aussi Novembre Bleu. Qu'est-ce que vous inspire ce mouvement? C'est un mouvement qui est toujours intéressant parce que ça permet de mettre en avant l'idée du dépistage, de pathologies. Concernant Movember, c'est les pathologies masculines. Le mois dernier, c'était Octobre Rose pour le cancer du sein. Donc c'est la même démarche de prévention, de dépistage et qui s'adresse à un public, un grand public. C'est toujours intéressant de sensibiliser ce public à cette problématique qui peut être très utile en termes de santé publique. Et question toute simple, en quoi Movember peut par exemple sauver des vies? Alors, si par des messages comme ça, on arrive à faire passer l'idée d'un dépistage ou d'un diagnostic précoce du cancer de la prostate, effectivement, on peut sauver quelques vies parce que ce cancer de la prostate pourrait être traité, guéri, que s'il est dépisté. C'est un cancer qui ne donne pas de symptômes. C'est ce que j'allais vous dire. Comment on peut le détecter? Parce qu'il n'y a pas de symptômes pour le cancer de la prostate. Au stade de la maladie localisée, il n'y a aucun symptôme. Il faut vraiment aller à sa recherche. Il faut vraiment avoir cette stratégie de dépistage. Et malheureusement, si on attend d'avoir des symptômes, la maladie n'est plus curable. Elle a dépassé la prostate elle-même. Elle s'est étendue au-delà. Et à partir de là, tous les traitements sont palliatifs, malheureusement. D'accord. Et ça touche qui concrètement? Alors, ça touche des hommes qui vieillissent. Globalement, on considère que le dépistage s'adresse à des hommes à partir de 50 ans. Et puis, plus vous allez avancer en âge, plus vous aurez un risque de cancer de la prostate. Mais le cancer de la prostate est aussi une maladie extrêmement hétérogène. Et donc, on va rechercher des pathologies à la fois chez des gens jeunes, à partir de 50 ans, parce qu'ils ont une durée de vie potentielle qui leur laisse le temps d'avoir une maladie grave et évolutive, et aussi chez des cancers qui sont agressifs, potentiellement agressifs. Donc l'idée, c'est de trouver des cancers
potentiellement agressif chez des patients jeunes et qu'on va pouvoir tuer le cancer avant qu'il tue le malade. C'est ça l'idée, c'est le principe. Si l'on agit à temps, justement, l'espérance de vie est considérablement augmentée, on peut dire ça? Ah oui, le principe du dépistage, c'est d'offrir aux patients la possibilité vraiment de guérir, c'est-à-dire de ne plus jamais avoir de problème avec le cancer de la prostate. Ce n'est pas du tout des traitements palliatifs, c'est des traitements vraiment à visée de guérison. Oui, on parle de guérison de temps en temps avec le cancer de la prostate. On peut parler de guérison si la maladie est prise tôt, bien sûr, c'est le but. Est-ce que c'est un cancer, la maladie en elle-même, qui a évolué au fil des années, où ça touche toujours le même type de population? Est-ce que c'est un cancer qui est devenu plus dangereux? On sait que par exemple pour des virus, les virus évoluent. Est-ce que ce cancer a évolué? Non, je ne pense pas que le cancer a évolué lui-même. C'est notre mode de diagnostic qui a évolué. Ouais. Et grâce en particulier à un test biologique simple, une prise de sang qui s'appelle le PSA. PSA, absolument. Et qui permet de dépister, de trouver des maladies à des stades plus localisés, plus précoces qu'avant l'existence de ce marqueur. Il y a plus de 2 ans, vous avez créé au CHPG le Prostate Center. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, vraiment, le but du Prostate Center, c'est de faire le point de toutes ces pathologies de cancer de la prostate. La voie d'entrée principale du Prostate Center, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'un patient, quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui se pose la question de savoir s'il a un cancer de la prostate ou non, on est capable de répondre à cette question. C'est-à-dire que le patient, on va le voir en consultation, on va l'examiner, et on va pouvoir, sur une unité de temps, dans une journée, faire les examens pertinents, en particulier une bonne IRM. Au décours de l'IRM, on va pouvoir faire des biopsies ciblées, vraiment, si nécessaire, qui vont permettre d'avoir la meilleure technologie pour être certain de l'analyse de cette prostate. Et on aura les résultats 48 heures plus tard. Donc, entre le mercredi et le vendredi, le patient saura s'il a un cancer de la prostate ou non, de manière très, très fiable avec les meilleures technologies actuelles. En attendant, on se laisse pousser la moustache symboliquement. Docteur Quintence, symboliquement, merci. Pour essayer de mettre en évidence ce type de pathologie. Exactement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Parmi les autres titres de l'actualité, ce rendez-vous qui s'inscrit désormais très régulièrement dans le calendrier, une nouvelle édition du Mounegou Repair Café vient de se tenir au marché de la Condamine. Tout se répare, c'est un peu le credo de cette animation où le public est invité à amener des objets ou vêtements pouvant avoir une deuxième vie, les réparations étant gratuites. General Electric était en concert dimanche soir à l'espace Léo Ferré. Porté par Hervé Salters, General Electric, c'est un projet musical d'électropop français inspiré de plusieurs styles, funk, soul et jazz. Le ciel était partagé aujourd'hui entre un bleu éclatant et de gros nuages gris. Est-ce que ce temps mitigé, mais très agréable tout de même pour la saison, va se prolonger demain, Frédéric Elion? Effectivement, Patricia, le temps sera toujours aussi instable mardi avec des éclaircies le matin. Puis dès le midi, le ciel va bien se couvrir et la deuxième partie de journée sera très nuageuse. Les températures seront comprises entre 10 et 17 degrés. Mardi 8 novembre, nous fêterons les Geoffroy. Merci Frédéric, ainsi se referme ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Nous nous quittons sur une série de photos signée Charlie Gallo. C'était en novembre 2002, les plus beaux clichés de la fête nationale. À demain, 19h sur Monaco Info.